Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 244e briefing. Alors nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir nos deux experts, donc l'expertise sera complète, mais encore plus que d'habitude. Voilà, donc briefing du jeudi, ça veut dire non seulement l'actualité internationale, mais aussi plus en détail tout ce qui se passe en Russie, notamment dans les domaines économiques et politiques. Et donc, eh bien, comme de tradition, c'est Arnaud qui va commencer, nous dire un peu ce qui s'est passé depuis jeudi dernier. C'est à toi. Bonjour Président, et bonjour à tous. Effectivement, nous allons poursuivre notre bonne tradition, à savoir donner à nos auditeurs, à nos membres en priorité, un panorama le plus large et le plus compréhensible possible de l'actualité économique, sociétale, internationale de la Russie. Comme souvent, je vais vous parler un petit peu de budget, de déficit, de cours du rouble. J'avais dit lors d'une précédente séance que le budget fédéral avait été exécuté sur les 2 premiers mois de l'année avec un déficit record très important qui s'expliquait par des avances de trésorerie, par des décaissements anticipés. Eh bien, le mois de mars, à l'inverse, a vu un excédent de 527 milliards de roubles, ce qui rééquilibre quelque peu les choses sur l'ensemble du premier trimestre. Premier trimestre, le déficit budgétaire de la Russie s'établit à 1% du PIB. C'est plus que ce qui est prévu sur l'ensemble de l'année. Je rappelle que c'est l'hypothèse de 0,5% de déficit qui est inscrite au budget, dans la loi de finances. Mais enfin, on voit que se confirme ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y avait un effet d'optique sur les premiers mois de l'année et qu'il faut rester prudent en termes d'extrapolation de trajectoire budgétaire. Une intervention attendue, puisqu'il s'agit du compte-rendu annuel d'activité de la présidente de la Banque centrale, Madame Nabiulina, à la Douma d'État. Alors, elle s'est expliquée sur la politique monétaire, sur ses priorités, et puis elle a lâché une phrase qui a attiré notre attention. Elle a dit que la moitié des actifs détenus par des particuliers ou des entreprises russes en Occident et gelées depuis 2022 avaient été débloquées. Alors encore une fois, à ne pas confondre avec les actifs de l'État russe, les actifs de la Banque centrale de Russie qui, eux, restent gelés principalement en Europe. Un mot des ventes de détail qui ont augmenté de 2,2% en février, donc on reste en zone positive. Ceci dit, c'est moins qu'en février, c'est moins qu'en janvier, pardon, on était à 5,4%. Donc voilà, un ralentissement qui se confirme et qui est visible, y compris dans les ventes de détail. La bourse de Moscou, qui, comme l'ensemble des places mondiales, a fait parler d'elle hier. À la mi-journée, elle perdait plus de 5%. L'indice était repassé hier sous les 2600 points. La bourse de Moscou, par ailleurs, je le rappelle, est sous sanction et fonctionne dans des conditions assez particulières. Le gouvernement fédéral, qui va effacer 80 milliards, 81 milliards de roubles de créances pour les régions de la zone arctique, ce qui confirme ce que l'on dit et répète ici, c'est-à-dire que cette région très clairement constitue une priorité en termes de développement, en termes d'aménagement du territoire des autorités fédérales. 81 milliards donc qui vont être de prêts publics qui vont être effacés. Si l'on en croit les informations du quotidien Viedomosti, la Yakoutie, qui est concernée au premier chef, envisagerait d'allouer les fonds économisés à la construction d'un pont sur le fleuve Liena, un projet qui avait été gelé en 2022. Autre sujet important et récurrent, c'est un sujet économique mais également social qui revient pratiquement à chaque ligne directe ou conférence de presse du président russe. Je veux parler des très fortes disparités territoriales en termes de revenus des employés de la fonction publique, notamment les personnels de santé, mais également les enseignants. Je rappelle qu'ils sont payés sur les budgets des régions et leurs traitements peuvent varier du simple au double, voire au triple, voire même plus. Eh bien, le gouvernement fédéral va lancer plusieurs projets pilotes dans quelques régions de Russie pour
encore une fois, veiller à homogénéiser et à fidéliser ces personnels. Mais le sujet, évidemment, dont on parle le plus ces derniers jours, c'est celui, y compris dans la presse française d'ailleurs, c'est l'inquiétude qui surgit à Moscou à la suite du glissement des cours mondiaux du pétrole. On commence à s'interroger à voix haute sur ce que ça pourrait vouloir dire pour le budget russe, pour les capacités de l'État russe, y compris la capacité à financer la guerre en Ukraine. Alors, où en est-on précisément? Quels sont j'allais dire, quelle est la réalité des chiffres? Euh, euh, je rappelle que le budget 2025 repose sur l'hypothèse d'un baril exporté par la Russie à 70 dollars, 69,7 pour être précis, mais ce n'est qu'un paramètre. L'autre paramètre, c'est le taux de change, 96,5 roubles pour 1 dollar sur l'ensemble de l'année 2025. Or, que voit-on? Eh bien, on voit que aujourd'hui, en tout cas, ces deux indicateurs, dans les faits, sont assez loin de ce qui est inscrit au budget. Euh, alors, on n'a pas les prix en temps réel du pétrole russe. Je rappelle que certains chiffres sont désormais confidentiels. On sait en revanche, d'après des études, des informations croisées, que le rabais entre, pour le pétrole russe par rapport au Brent se situe entre 10 et 15. Il était monté un peu plus haut il y a quelques mois. Il avait baissé aux alentours de 10 également. On peut penser que un Brent à 63, ça donne un Urals à peu près à 51, 52 à peu près dans ces eaux-là. Donc on est à très clairement 15 dollars de moins, peut-être plus, par rapport à ce qui est inscrit au budget. Et par ailleurs, la vente de chaque baril rapporte moins de roubles parce que le rouble est plus fort que prévu. Aujourd'hui, on a seulement 85 roubles avec 1 dollar. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il manque à peu près 2000 roubles par baril euh, entre la baisse des cours du pétrole et le raffermissement du rouble. Donc on en est là aujourd'hui, mais est-ce que l'on doit en conclure que les grands équilibres macroéconomiques sont euh, menacés, que la trajectoire budgétaire est inquiétante? Comme je le disais précédemment, ça dépend en réalité de combien de temps ça dure. À ce stade, ce serait euh, prématuré d'affirmer que les finances publiques russes sont en danger, d'autant que, je le rappelle, les recettes pétrogazières ne représentent qu'entre un quart et 30% des recettes de l'État. Mais c'est un sujet, évidemment, je pense que c'est le sujet que Vladimir Poutine surveille en priorité avec la problématique militaire stricto sensu. Mon hypothèse, et qui n'engage que moi, c'est que le déficit budgétaire de la Russie ne dépassera pas celui de l'an dernier, était situé, je le rappelle, à 1,7%. Quelques mots de politique intérieure. On reparle du général Ivan Popov, ex-commandant de la 58e armée, qui est poursuivi depuis l'an dernier pour détournement de fonds. On a appris hier qu'il pourrait se retrouver sur le front en qualité de chef d'une unité d'assaut composée d'anciens détenus et de personnes poursuivies par la justice. Euh, le tribunal militaire qui instruit l'affaire devrait clore son dossier. Euh, alors, on sait que c'est un général, encore une fois, qui était populaire auprès de la troupe, auprès des fameux 1000 blogueurs, qui n'était très peu populaire, en revanche, auprès de ses collègues généraux du ministère de la Défense, auprès de l'état-major. Et le général Popov incarne avec Sourovikine eh bien, la mise à l'écart de généraux populaires est peut-être jugée inquiétant de par leurs compétences et leur charisme par certains de leurs confrères. Ils sont, encore une fois, désormais euh, mis sur la touche, même s'ils ne sont pas mis en prison. Un mot de l'ancien gouverneur de la région de Sverdlovsk, Evgeny Koivachev, dont j'avais parlé il y a une quinzaine de jours à l'occasion de son remplacement par Denis Passler, précédemment
dans la région d'Orenbourg, il y a eu certaines informations très parcellaires sur une enquête criminelle. Alors, non pas forcément à l'encontre de M. Kouivachev, mais il aurait été auditionné. Et on ne connaît pas, encore une fois, le fond de l'affaire. On ne connaît pas le statut actuel de M. Kouivachev. Est-ce qu'il est mis en examen? C'est peu probable, ça aurait filtré. Est-ce qu'il était témoin assisté ou simplement témoin? Mais évidemment, le fait qu'il n'a pas retrouvé de poste, qu'il n'a pas été renommé au gouvernement fédéral ou ailleurs, commence à interpeller, les gens commencent à faire le lien entre ces rumeurs et, euh, pour l'heure en tout cas, l'absence de promotion, l'absence de domination concernant M. Kouivachev, qui a été l'homme fort de l'Oural pendant une dizaine d'années. Euh, on a appris également qu'une chaîne Telegram bien connue de ceux qui suivent l'actualité militaire, sécuritaire russe, Vetcheka au GPU, qui comptait plusieurs centaines de milliers d'abonnés et qui avait été déjà déclarée agent de l'étranger en 2024. Elle a été, au même titre que 21 autres chaînes Telegram, débranchée par Roskomnadzor le 6 avril. Par ailleurs, la Fondation Défenseurs de la Patrie, qui est dirigée, vous le savez, parce que j'en avais parlé, par la vice-ministre de la Défense, Madame Tsiviliova, et qui a pour mission l'accompagnement social des anciens combattants russes de la guerre d'Ukraine, eh bien cette structure se verra allouer 25 milliards de roubles en 2025 en provenance du budget fédéral. Donc c'est important. Et le rôle que joue Madame Tsiviliova, qui à la ville est l'épouse du ministre de l'Énergie, eh bien reste un rôle important. Et je vais terminer par une dernière nouvelle ou une dernière petite touche, toujours sur la thématique socio-militaire, avec les résultats d'un sondage réalisé par l'Institut FTSIOM, qui met en évidence que le changement de perception des militaires au sein de la société russe, 3 ans après le déclenchement de la guerre d'Ukraine, 30% des répondants estiment que les militaires se situent au-dessus de la moyenne en termes de revenus, contre 11% seulement en 2010. Et seuls 5% des personnes interrogées les voient comme plus pauvres que la moyenne des citoyens en Russie, alors qu'ils étaient 30% dans une enquête similaire réalisée en 2007. Donc on voit que finalement, le regard porté par la société sur les militaires, sur les officiers de carrière en particulier, change et que cette profession devient finalement plus prestigieuse qu'elle l'était précédemment. Un dernier petit mot, j'en viens à la rubrique traditionnelle en hausse, en baisse, à suivre et chiffre de la semaine. En hausse, le patron d'Aeroflot, M. Alexandrovski, qui a été reçu par Poutine au Kremlin le 7 avril, assez longuement. Il a rapporté des chiffres plutôt bons, que ce soit sur le nombre de passagers transportés, 55 millions l'an dernier, plus 17%, ou sur la part de marché du groupe, 42%. La personnalité à suivre, c'est M. Konovalov Alexandre, qui est, certains s'en souviennent peut-être, a été ministre de la Justice entre 2008 et 2020. Il pourrait entrer, il devrait entrer au Conseil constitutionnel, où le quorum n'est plus atteint en raison du décès d'un juge. Et enfin, une statistique qui aurait pu intéresser le directeur général Chinsky s'il avait été avec nous aujourd'hui, plus 23%, c'est la hausse des ventes de vin russe enregistrée en février par rapport à la même période de 2024. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, Président. Merci beaucoup. J'imagine la vente de vin russe est sur le marché intérieur. Absolument, absolument. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions. On va passer des questions un peu plus légères à d'autres plus sérieuses. Est-ce que le régiment des Immortels aura lieu cette année au défilé? Bonne question, je n'en sais rien, je n'ai pas vu passer de nouvelles. Alors, quand il y a des annulations, généralement, on l'apprend quelques jours, quelques semaines avant le 9 mai. L'année dernière, il y avait une vague d'annulations en région, notamment les régions de Belgorod, de Koursk l'avaient annoncé très tôt. Je n'ai pas vu passer d'informations sur le sujet, peut-être qu'Igor en a. Donc, si ce n'a pas été annulé, je pars du principe que ça doit avoir lieu, surtout que c'est une année un peu particulière. Mais on ne peut exclure qu'il y ait voilà, une annonce 8 jours avant ou 10 jours avant. Même si le simple fait, encore une fois, que cette année, il y a
dignitaires étrangers. Vous savez qu'il y aura le président chinois, il y aura le président brésilien, il y aura peut-être le Premier ministre indien, les premiers ministres serbes et slovaques. Tout ça rend finalement la place rouge le 9 mai un peu plus sûre contre d'éventuelles attaques ukrainiennes. Donc, encore une fois, je n'ai pas vu passer d'informations à ce stade. Alors, un sujet de la plus grande importance, il semblerait que la Chambre basse du Parlement souhaite que les jurons soient soumis à des amendes désormais de 1000 à 10 000 roubles. Oui, j'ai vu ça. Alors, je ne sais pas quel est le statut. Je ne suis pas certain que ce soit une proposition de loi. Il est possible que ce soit plutôt des propos rapportés. Mais oui, alors, on sait que le patriarche s'était ému de cette pratique ancestrale du mat russe, qui, il faut bien le dire, est désormais pratiquée assez largement, y compris par de charmantes demoiselles dans les rues de Moscou, ce qui veut dire que les mots perdent peut-être de leur sens ou que l'acuité linguistique des uns et des autres n'est plus tout à fait la même. Donc oui, j'ai vu passer ça, mais alors là, pour le coup, on risque de remplir beaucoup les caisses de l'État, mais il faudra des gens irréprochables pour collecter l'impôt. Alors, j'ai une série de questions sur les relations avec la Chine. Donc, ça nous fera la transition probablement avec l'intervention d'Igor. Je vais poser en même temps, il y a trois questions, mais qui sont du même domaine. La première, à quel point l'économie russe est-elle dépendante de l'économie chinoise? Ensuite, la Russie va-t-elle devoir choisir son camp dans la guerre économique entre la Chine et les USA? Et enfin, on se demande, est-ce que les fluctuations yuan-rouble sont-elles un atout ou une autre épine dans le pied de Moscou? Alors, Voilà. première question, et j'inviterai Igor à prendre la parole ensuite et à répondre s'il le souhaite aussi. Bon, je suis toujours un peu gêné quand on envisage les relations économiques entre les uns et les autres en termes de dépendance. Ça me gênait déjà à l'époque, j'allais dire à la grande époque, avant 2022, des relations gazières russo-européennes. Je disais toujours à l'époque qu'il y avait interdépendance. Et j'observe qu'aujourd'hui, c'est perdant-perdant. Gazprom est perdant, mais l'industrie allemande est perdante aussi. Donc il y avait effectivement interdépendance. Euh, Ce qu'on voit aujourd'hui entre la Russie et la Chine, c'est un commerce plutôt équilibré, légèrement à l'avantage de la Russie, si mes chiffres sont bons et si ma mémoire ne me fait pas défaut, ce qui est plutôt rare, hein. Généralement, la Chine enregistre des excédents, que ce soit avec les États-Unis, le Japon, l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'elle importe beaucoup de pétrole russe, mais pas seulement. Donc je n'ai pas l'impression, si vous voulez, d'une relation déséquilibrée, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre, entre la Chine et la Russie. Après, il y a beaucoup de motifs d'insatisfaction. On sait que des Russes estiment que les Chinois n'investissent pas assez, même si on voit qu'il commence à se passer des choses. D'autres pointent le fait que eh bien, cette montée en puissance des échanges bilatéraux, qui s'élève à peu près à 250 milliards de dollars, résulte des problèmes de la Russie avec les Occidentaux, avec les partenaires commerciaux traditionnels, en particulier avec les Européens. Mais je ne suis pas certain que aujourd'hui il y ait, que ce soit un vrai sujet d'inquiétude en Russie. Ce qui est certain en revanche, enfin, on peut le deviner, personne ne le dira bien sûr, mais c'est que les Russes ne seraient pas fâchés, à la faveur d'une amélioration des relations avec les États-Unis, de retrouver quelques marges de manœuvre avec la Chine. De même qu'ils ne sont sans doute pas fâchés de voir que l'escalade entre Washington et Pékin se poursuit, se confirme et va sans doute prendre de l'ampleur. Ça, je pense par exemple que ça ouvre la voie à la réalisation du projet de gazoduc Force de Sibérie 2. On peut penser que les Chinois vont cesser toute importation d'hydrocarbures américains. Donc voilà, c'est en réalité ce qui se passe est plutôt positif pour la Russie. Alors j'ai oublié le dernier volet de la question. Oui, sur le C'est cours ça. du yuan. Écoutez, comme le disait un des intervenants russes de notre conférence économique début mars, il y a en réalité plusieurs, comment dire, canaux de commerce extérieur en Russie, y compris des canaux de devises. Il y a un marché, il y a un commerce extérieur en rouble, un commerce extérieur en yuan, un commerce extérieur
probablement en dirhams des Émirats arabes unis. Euh, et donc les fluctuations de devises, elles sont évidemment gênantes pour tout le monde, pour tous les acteurs, sont difficilement prévisibles et elles résultent parfois de transactions un peu plus significatives que d'habitude. Voilà, l'achat, la réalisation d'un paiement ou d'un contrat peut faire baisser ou au contraire augmenter une devise. Euh, mais je ne crois pas que le yuan soit le principal problème, encore une fois, dans le commerce extérieur de la Russie. On sait qu'il y avait des problèmes techniques avec l'Inde. Bon, avec la Chine, le problème, il était plutôt au niveau des banques chinoises qui, de temps en temps, notamment sous l'administration Biden, et ça pourrait évidemment se reproduire, au fur et à mesure que les sanctions secondaires frappant la Russie se développaient, eh bien, décidaient de faire de la compliance ou de la surcompliance, la surconformité, un peu comme d'ailleurs en faisaient les banques occidentales il y a quelques années. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu différent. Aujourd'hui, la pression, elle va être sur la Chine, plus que sur la Russie. Donc, il faudra voir dans ce contexte comment les acteurs économiques chinois vont euh, se comporter. Mais encore une fois, pour la Russie, c'est plutôt des bonnes nouvelles dans le sens où ils sont plus au cœur du cyclone, mais pourraient retrouver des marges de manœuvre. Merci beaucoup de toutes ces informations et précisions. Eh bien, sans plus tarder, on va passer la parole à Igor, qui va donc nous parler de ce qui s'est passé depuis lundi dans le monde de la diplomatie notamment. C'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par la principale nouvelle du jour, qui sont les consultations russo-américaines à Istanbul, qui viennent de se terminer, ou presque, peu de temps avant que l'on commence notre briefing. Donc, des consultations bilatérales qui se sont tenues cette fois-ci au consulat russe à Istanbul, à 2 pas d'ailleurs de la place Taksim, et qui ont impliqué 2 personnes, principalement le nouvel ambassadeur de Russie aux États-Unis, Monsieur Darchiev, qui a été qui est nommé depuis un certain temps, mais qui a réellement pris ses fonctions il y a seulement une quinzaine de jours, à peu près, de mémoire. Et sa contrepartie américaine était la secrétaire d'État adjointe en charge des affaires européennes et eurasiatiques, Madame Sonata Coulter. L'agenda des discussions a été présenté de part et d'autre comme étant strictement bilatéral. Traduction, il n'y aura pas de sujet Ukraine, il n'y a pas eu de sujet Ukraine lors des presque 5 heures et demie de discussion entre les deux délégations. Strictement bilatéral, ça veut dire qu'il était question des fonctionnements des ambassades de part et d'autre, donc ambassade des États-Unis à Moscou et ambassade de Russie à Washington, notamment sur les questions des comptes en banque, puisqu'il y avait des sanctions, des comptes qui étaient gelés, de l'argent qui n'était plus accessible, donc il fallait discuter de ces sujets-là. Il fallait discuter également des contributions russes au budget des organismes internationaux qui sont basés aux États-Unis, ce qui fait encore intervenir la question des paiements internationaux, ce qui fait intervenir la question des comptes détenus par la Russie aux États-Unis qui étaient gelés pour pouvoir payer donc ces contributions. Il a été question également des visas pour les diplomates russes et américains, puisqu'il y a eu les vagues d'expulsion, mais il y a eu ensuite la guerre des visas, où on ne délivrait pas de visa, on ne donnait pas d'agrément, mais on ne délivrait pas de visa pour les personnels diplomatiques. Pour la partie russe notamment, il a été question de la restitution des biens immobiliers qui avaient été repris par les Américains sous la première administration Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque il y avait non seulement des consulats russes qui étaient fermés à San Francisco et ailleurs, mais également des demeures et des biens immobiliers que la Russie détenait à travers les États-Unis, hein, pour son personnel diplomatique notamment, mais pas seulement, qui avaient été repris par les Américains de manière très spontanée et soudaine, donc sous la première administration Trump. Et il a été question aussi de la reprise des vols directs entre les États-Unis et la Russie. Donc des sujets évidemment bilatéraux et dont le but du jeu est on le voit bien à travers ces différents points que j'ai évoqués, de revenir finalement sur ce qui s'est déroulé depuis l'élection de Donald Trump 2016, les vagues d'expulsion réciproque de diplomates, la saisie des emprises diplomatiques, le gel des comptes, etc. Revenir, hein, voilà, quelque part avant toutes ces mesures confiscatoires et autres.
Il y a eu, parallèlement à ces discussions, un nouvel échange de prisonniers, d'otages, hein, entre Américains et Russes par l'intermédiaire des Émirats arabes unis, puisque les Américains ont restitué, ont rendu aux Russes un jeune homme, d'ailleurs binational, hein, qui est à la fois ressortissant russe et allemand, qui avait été arrêté à Chypre à la demande des autorités américaines et qui était accusé de faciliter le contournement, enfin de faciliter le contournement des sanctions, notamment sur des biens duals. Donc, il avait été arrêté, il a été restitué aux Russes et les Russes ont rendu aux Américains, là aussi une binationale russo-américaine, mais qui est née, enfin qui est plutôt russe, hein, qui était condamnée à 12 ans de prison par les autorités russes, je crois, pour trahison, puisqu'elle avait été en, comment dirais-je, pour intelligence avec l'Ukraine ou transmission d'informations aux Ukrainiens, je ne sais plus, qui a été condamnée donc à 12 ans de prison et qui est russo-américaine et qui a donc été renvoyée aux États-Unis. Donc, un échange d'otages, comme on en a vu précédemment d'ailleurs, hein, dans cette affaire, qui sert à, comment dirais-je, de gestes de bonne volonté, hein, c'est une démonstration de gestes de bonne volonté de part et d'autre, et d'autre part qui sert à consolider la reprise du dialogue politique à laquelle on assiste depuis maintenant quelques semaines. La deuxième information, c'est que j'ai relevé ces derniers jours, ce sont les considérations du commandant suprême des forces alliées en Europe, hein, le SACEUR, comme on dit dans l'acronyme otanien, qui est un Américain traditionnellement. Donc les considérations du SACEUR sur le conflit en Ukraine. Alors le SACEUR, c'est le général Christopher Cavoli. Il était auditionné par la commission du Sénat américain sur les affaires étrangères et la défense il y a quelques jours. Et donc on peut retrouver l'intégralité de son audition sur YouTube, hein. Ça dure plus de 2 heures, je crois, 2 heures, 2 heures et demie. C'est assez long, évidemment. Il n'est pas question que d'Ukraine, il est question d'un tas de sujets. Mais sur l'Ukraine, j'ai relevé quand même quelques éléments qui, à mon avis, ne sont pas inintéressants. Tout d'abord, le général Cavoli estime que l'Ukraine, alors là je le cite, hein, tient bon sur le plan défensif et améliore sa capacité à renforcer ses positions, bien qu'une victoire totale de l'Ukraine, c'est-à-dire un retour aux frontières de 91, soit peu probable, tout comme, d'après le SACEUR, un effondrement côté ukrainien est a priori improbable également. Ce qui me rappelle en creux, pas dans le phrasé, mais en creux, dans l'état d'esprit, on va dire, de la phrase, les déclarations de l'ancien chef d'état-major américain, M. Mark Milley, fin 2022, où il expliquait à peu près la même chose, à savoir que militairement, ce conflit n'allait nulle part et qu'il fallait plus vite possible y mettre fin par une action diplomatique parce que les Américains n'avaient plus rien de bon à en attendre. Bon. On est en 2025 et on voit que le SACEUR en fait dresse un peu le même constat en expliquant qu'en gros c'est statique. Il n'y aura pas d'effondrement, il n'y aura pas de victoire. D'autre part, il estime que l'aide américaine reste vitale pour l'Ukraine, notamment sur le volet fourniture de missiles pour les systèmes antiaériens et pour aussi les questions de communication pour le renseignement. Donc via le renseignement américain qui est ensuite dispatché via les terminaux Starlink. Troisième point intéressant, le général Cavoli a reconnu que l'industrie, je le cite là également, l'industrie de défense russe surpasse celle des États-Unis dans les catégories de production de chars et d'obus. Il donne des chiffres, hein. D'après lui, cette année, les Russes vont produire 1500 chars, 3000 véhicules blindés, donc ça c'est les véhicules blindés légers autres que les chars, hein, et 200 missiles balistiques de croisière Iskander, donc c'est des missiles balistiques sol-sol, hein, à courte portée, enfin a priori à courte portée, après des portées un peu plus augmentées, on va dire. Et il donne à titre de comparaison la capacité de production des États-Unis aujourd'hui est par an 135 chars. Donc les Russes font 1500, les Américains font 135. Et il n'y a plus de production de véhicules Bradley, ils ont cessé les chaînes de production. Et d'ailleurs, ce qui volait de l'artillerie, alors ça aussi c'est quelque chose qu'on suivait de près lorsqu'il y avait les paquets d'aide américaine qui étaient donnés à l'Ukraine sous Biden, hein. Le SACEUR estime que la Russie produit aujourd'hui 250 000 obus d'artillerie par mois, qui est en gros 3 fois supérieur à ce que produisent les États-Unis et les Européens combinés. Là-dessus, il faudrait rajouter le coût de production. Là, je vous en avais parlé, je crois, lors de séances précédentes, que les Russes produisent à un coût beaucoup moins cher que ne le font les Américains, mais pour un volume évidemment incomparablement plus important.
Et d'ailleurs, au début de son aide militaire, l'administration Biden communiquait sur les volumes d'obus qu'elle transférait aux Ukrainiens, donc les obus de 152 et de 155 hein, principalement, ce qu'elle a arrêté de faire très rapidement parce que vous comprenez bien qu'il y avait un effondrement des volumes au fur et à mesure que le temps passait. C'est-à-dire qu'au début, on était sur des centaines de milliers d'obus qui partaient parce qu'il y avait des stocks. Et quand il n'y a plus de stock et comme on n'a plus les chaînes pour faire du volume, on ne donne plus les chiffres parce que, évidemment, ça traduirait une forme quand même de faiblesse qui pourrait être interprétée par les opposants, on va dire. Et alors, dans le prolongement de ce thème-là, il y a le troisième sujet, c'est la réunion de demain du format de Rammstein, hein, tiendra le 11 avril, donc demain. Donc le format de Rammstein, je rappelle, qui regroupe une cinquantaine de pays qui contribuent à l'aide militaire à l'Ukraine et qui est ensuite organisé en différents groupes ou sous-groupes avec, suivant la spécialité industrielle des pays et ce qu'ils veulent bien mettre dans le panier, et bien des pays qui sont regroupés autour du volet naval, autour du volet antiaérien, autour du volet drone. Enfin, il y a plusieurs comités comme ça, si vous préférez, qui sont organisés. Il y avait beaucoup d'interrogations sur la participation américaine. Je rappelle que le format de Rammstein, désormais, est présidé non plus par les Américains, mais par l'OTAN. J'avais expliqué la dernière fois pourquoi. Les États-Unis seront bien représentés, puisque manifestement, le chef du Pentagone, M. Pete Hegseth, y participera bien, mais il y participera en visio, en lien vidéo. Il ne sera pas là physiquement à la réunion. Il interviendra donc en visioconférence. Et je vous raconterai lundi, en gros, ce qui a été décidé, si tant est qu'on ait des éléments à l'issue de cette réunion. Voilà, Président, je te rends la parole. Merci beaucoup. Alors, on a un certain nombre de questions, notamment, alors, euh, on nous demandait notamment, alors il y a apparemment, on ne commande pas les opérations militaires, mais les Ukrainiens se félicitaient d'avoir détruit une usine de fibre optique à Saransk, et on nous demande, mais est-ce que c'est réellement la seule usine de fibre optique en Russie? Ou est-ce que ça semble un peu faible pour un si grand pays? Alors, la seule usine, je ne sais pas. Par contre, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, effectivement, et qui montrent un drone sous forme de petit avion, en fait, hein, qui vient s'écraser, qui viendrait s'écraser sur ce qui est apparemment un bâtiment industriel à Saransk. Bon, ça a été présenté effectivement comme une usine de câbles et de fibres optiques. Je ne connais pas le site précisément, donc je ne peux pas confirmer, infirmer, mais bon, vu quand même la profusion de commentaires et sur ces vidéos-là, on peut croire quand même que c'est pas une vidéo qui est détournée, que c'est pas un montage, que c'est pas une réutilisation d'une vidéo qui a été, etc. Maintenant, deuxième sujet, est-ce que c'est la seule usine de fibre optique dans la Russie? Ça, je n'en ai aucune idée. Alors, une question liée à l'Ukraine, mais qui est à la limite du domaine plutôt économique. On nous dit l'UE ne prévoit pas de prolonger le régime de libre-échange avec l'Ukraine après son expiration le 5 juin. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Alors ça, c'est une information qui est sortie hier soir. Alors c'est important parce que c'est sorti hier soir, alors on ne savait pas encore que Trump allait revenir sur ces barrières douanières. Et en fait, je pense que le sujet est lié. C'est-à-dire, je pense que les Européens, effectivement, ont mis en place un régime temporaire on va appeler ça de libre-échange, mais avec des guillemets, on va dire, avec l'Ukraine et l'Union européenne, euh, pour voilà, aider, enfin, comment dirais-je, financièrement, économiquement, participer aussi un peu au fonctionnement économique de l'Ukraine. Sauf que vous vous souvenez qu'il y avait eu des réticences très fortes de la part d'un certain nombre de pays voisins de l'Ukraine. J'en avais parlé là aussi il y a 2 ans et l'année dernière, notamment sur tout le volet de l'industrie céréalière et agroalimentaire. Parce que, en gros, les Polonais, les Roumains, les Hongrois se plaignaient que les céréales ukrainiennes allaient inonder et casser complètement les prix sur le marché de l'Union européenne et que par conséquent, c'était une concurrence déloyale. Il y avait eu des blocages de frontières, on en avait parlé, avec des opérations escargots pour ne pas laisser rentrer les camions ukrainiens en Pologne, etc. Bon, finalement, un compromis avait été trouvé, mais le compromis, c'était quoi? C'était de payer, c'est-à-dire les Européens compensaient. Il y avait des mécanismes de compensation pour les agriculteurs polonais, roumains et autres, pour qu'en gros, ça fonctionne et que ce mécanisme se poursuive. C'est un mécanisme temporaire, et donc il devait être reconduit, sauf que là-dessus, Trump annonce ses barrières douanières
sur différents pays. Et on peut penser par conséquent que cette information qui est sortie hier soir était liée à cet état de fait de guerre économique, en fait, à outrance, hein, en quelque sorte. Or, là, maintenant, vu qu'il a levé, en tout cas pour 3 mois, d'après ce qu'on croit comprendre, ses tarifs douaniers, alors, sauf pour la Chine et peut-être encore un ou deux pays, peut-être que ce sera reconduit. Et je pense qu'il y avait une corrélation entre les deux événements. Alors, on nous pose également la question, euh, Moscou considère toute initiative du Japon visant à participer aux livraisons d'armes à Kiev comme hostile et annonce des mesures fermes si cela se produisait. Que pourrait-il être décidé selon vous? Bon, d'abord, je n'ai pas connaissance de livraison d'armes japonaises. À un moment, on avait évoqué la possibilité que la Corée du Sud le fasse en réponse à l'apparition de soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Apparemment, c'est pas allé beaucoup plus loin. Euh, euh, voilà, donc tout ça reste très hypothétique. L'élément nouveau, c'est que les Japonais reparlent de la nécessité de signer un traité de paix avec la Russie. Ça semble un peu décalé. En tout cas, très rapidement, la partie russe a déclaré que ce n'était pas réaliste au vu de ce qui se passe dans les relations bilatérales. Donc, je suis pas certain que ce soit un sujet, un réel sujet et un sujet à enjeu immédiat, les livraisons d'armes japonaises à l'Ukraine. Alors, peut-être pour compléter et rajouter un peu par rapport à l'analyse d'Arnaud, je crois que c'est lié justement à la tenue de la réunion de Ramstein demain. C'est-à-dire, et le Japon est évidemment dans le format de Ramstein, puisqu'ils ont livré quand même un certain nombre de choses aux Ukrainiens, mais c'était du matériel, des casques, des gilets pare-balles, du matériel médical, des choses comme ça. Il n'y avait pas vraiment de matériel offensif, entre guillemets. D'ailleurs, à ce compte-là, peut-être que les Sud-Coréens en ont fait un peu plus que les Japonais, mais une fois de plus en qualité plus qu'en quantité. En revanche, la rumeur qui est apparue et que j'ai pas pu recouper, c'est qu'il se dit que les Japonais compteraient augmenter leur participation dans le comité qui est lié justement à la fourniture à l'Ukraine de munitions pour les systèmes antiaériens. Et comme l'a rappelé le Sacker, c'est un élément qui est vital pour les Ukrainiens, parce qu'il y a des vagues de bombardement pratiquement tous les soirs avec des drones, des faux drones, des vrais drones, etc., pour épuiser en fait les stocks ukrainiens de missiles antiaériens. Il y a des missiles qui coûtent pas trop cher, il y a des missiles qui coûtent très très cher et qui sont entre guillemets gaspillés pour détruire des drones qui sont des drones factices en fait et dans une stratégie d'attrition, en fait, hein, d'épuiser les stocks, il faut renvoyer des missiles. Bon. Les Américains se retirent progressivement quand même du jeu, or c'était un gros fournisseur. Et le Japon, alors là, à vérifier, mais je me demande s'ils n'ont pas sur leur territoire des capacités de production, notamment pour les Patriotes. Et je me demande si en fait, ce que redoutent potentiellement les Russes, c'est que les Japonais se mettraient à alimenter les Ukrainiens avec un stock de Patriotes pour remplacer en gros ce que les Américains ne donneront plus à terme, ça arrivera peut-être pas demain, mais une fois que vous mettez le pied dans la machine, vous savez pas ce que ça donne dans 2, 3, 6 mois. Donc, c'est un peu mon hypothèse. J'ai pas recoupé tous les éléments, mais c'est comme ça, un petit peu à froid, ce que je peux vous dire. Bien, alors pour finir, une question qui n'est pas liée à l'Ukraine, mais ça semble avoir fait un peu de bruit. Il y aurait eu la France qui aurait retenu une officielle russe pendant un certain temps, avec protestation des Russes. C'était une arrestation ou c'était simplement un retard? Ou est-ce que c'est comparable à ce que subissent de nombreux Français arrivant chez Rémétiévaux, qu'on fait attendre plusieurs heures sur une chaise dans l'aéroport avant de les laisser passer? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire? Pas grand-chose, à vrai dire, mais je suis pas certain qu'on soit les mieux placés pour en parler. Ce qui fait du bruit, évidemment, c'est le statut de cette personne, hein, qui apparemment avait un passeport diplomatique, en tout cas travaillait à l'ambassade. Voilà, donc on ne parle pas d'un touriste ou donc voilà, c'est. Je ne connais pas les détails. Je vois en revanche les réactions officielles russes. Et je pense que voilà, il y aura des réponses, forcément. Et tout ça, évidemment, enfin, ça n'arrive jamais au bon moment, mais en l'occurrence, c'est particulièrement
défavorable, puisqu'on en a parlé ici. Le nouvel ambassadeur de France vient d'arriver à Moscou, donc ça, c'est un élément négatif, c'est sûr, dans la relation bilatérale. Mais encore une fois, je ne connais pas les détails, on ne connaît pas les détails, donc je crois que le mieux est d'éviter des commentaires intempestifs. Et d'ailleurs, j'ai lu que l'ambassadeur, justement, avait été convoqué au mythe, donc ça a été, je pense, son baptême du feu, sa première convocation, peut-être pas la dernière. Bien, messieurs, merci infiniment de votre expertise. Merci à tous nos auditeurs de leurs nombreuses questions, de leur fidélité, bien entendu. Donc, nous nous retrouvons lundi, comme d'habitude, donc pour un focus plus sur l'international et le diplomatique. D'ici là, bien entendu, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.